FICAS, c'est un festival nordique et scandinave qui a pour mission de faire des ponts entre le Québec et les pays scandinaves et nordiques. C'est spécifiquement pour ça que nous avons démarré cette année le festival au Monument National. Et on a fait une sorte de quartier général qui présentait toute cette fin de semaine des artistes et artisans locaux qui font briller les arts scandinaves ou qui s'inspirent des pays nordiques. D'ailleurs, dans le hall, vous pourrez profiter du marché artisanal après la plantation des toitures. Justement, par la mission de FICAS, nous sommes heureux de présenter le projet de Slow TV de Jason Brody. La Slow TV est un véritable phénomène médiatique en fait en Norvège. Et justement, Jason a consacré un des épisodes sur le Cap Nord en Norvège. Donc le lien était tout simplement naturel à faire. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais laisser la parole à Jason Brody qui va vous en dire un peu plus sur toutes ses aventures. Voilà. Merci Christelle. Merci Jason. Merci beaucoup d'être là. Comme Christelle disait, mon nom est Jason Brody. Je vais vous parler un peu de moi, puis de mon parcours, puis comment je suis arrivé au Slow TV, à faire du Slow TV. J'ai 46 ans, puis j'ai étudié en cinéma. Toute ma vie, j'ai voulu être cinéaste, en fait, depuis que je peux me rappeler que j'existe. Je me rappelle d'avoir vu des films, surtout un film comme Singing in the Rain, que mon grand-père m'avait montré, qui m'a beaucoup marqué. Parce que dans ce film-là, c'est des c'est des cinéastes qu'on voit à l'écran. Puis ces cinéastes-là, ils font leurs films avec tellement d'aise. Tu sais, donc, ils sont des acteurs, des réalisateurs, ils font un peu tout, les chorégraphes. Puis lorsqu'ils ont une idée, par exemple, ils vont juste pointer à l'écran, puis ils disent « It goes something like this ». Puis là, la caméra rentre dans l'écran et c'était si simple que ça pour moi de faire des films. Donc, à l'âge de 5-6 ans, je me suis dit, oui, c'est ça que moi, je veux faire. À l'époque, je ne comprenais même pas que ça fallait faire le film. Donc, je voulais un peu vivre dans le film. Si vous comprenez ce que je veux dire, je croyais que ce monde dans la télé existait pour de vrai. Puis je me disais, c'est là que je veux être. Quand je vais grandir, c'est là que je vais exister. C'est comme ça que va être ma vie. Donc, évidemment, en grandissant, j'ai compris un peu plus. Puis, à un moment donné, je me disais, dans ce cas, je veux être acteur. Puis, j'ai toujours beaucoup aimé faire du jeu comme ça. Mais en arrivant proche de mes années universitaires, dans une quête de liberté, on peut dire, je me suis dit, non, c'est plus cinéaste que je veux être parce qu'un acteur ne contrôle pas autant les films dans lesquels il se retrouve. Donc, j'ai été étudiant en cinéma pour cette raison-là. Puis, encore une fois, dans cette même sorte de quête de liberté, après mes 4 ans à l'université, j'ai eu une éducation incroyable. J'ai commencé en Californie, puis j'ai terminé à l'Université de New York. Puis, donc, j'ai eu 2 côtés, disons, du cinéma, un côté plus studio dans mon éducation, puis finalement, à New York, un côté plus indépendant. Fait que j'ai eu vraiment une éducation incroyable. Puis, pendant ma dernière année, dans une petite crise existentielle qui, je pense, assez commune pour les garçons de cet âge-là, vers 21 ans, où on se retrouve à entrer dans le vrai monde, puis que finalement, on s'aperçoit que peut-être on n'est pas qui on s'attendait. Puis qu'on voit qu'on est juste en bas de l'échelle, puis qu'en fait, on a tout à faire. On a beau avoir des idées de qui on est. J'avais beau m'imaginer comme un personnage de cinéma, mais la réalité me rattrapait vite en arrivant à ma graduation. Puis je me retrouvais avec plein d'autres personnes autour de moi qui étaient aussi des super cinéastes ou des cinéastes à en devenir. Alors, je crois que c'est un peu de cette crise existentielle que j'ai réalisé que mon rêve n'était pas vraiment de réaliser des films, mais plutôt d'avoir une sorte de station de télé, de créer un film qui ne se terminerait jamais, puis que j'aurais tout simplement à continuer à rajouter au loop ou à peu importe comment c'était pour se former, puis que j'aurais mon audience. Ça, c'était peut-être en 97, 98, dans ces coins-là, que j'ai eu cette réalisation-là. Puis c'est venu lorsque j'ai lu un article qui parlait d'une compagnie toute jeune à l'époque qui s'appelait Netflix. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, il parlait de la vidéo qui s'en va sur l'Internet, tout ça. Fait que moi, je me disais, OK, ça ressemble à ça, quoi, mon rêve. Donc, c'est quand je suis arrivé à Montréal, je pensais venir à Montréal seulement de passage, parce que, je me cherchais un peu. Donc, je viens pour l'été, je reste pour le reste de ma vie. Puis, j'ai appris cet été-là d'un ami à moi comment faire du VJ. Donc, on était dans un club, je ne sais même plus s'il existe encore, c'est le Fly Gin, je pense, où mon ami Olivier Rivet
avait une console qui est une console, en fait, qui était faite pour mixer la télé en direct. OK? Puis là-dedans, il avait plugué des VHS, tu sais, dans le temps. Donc, il avait plugué plusieurs entrées VHS, 3, 4, puis il jouait comme ça des tapes qu'il avait créées, des sources qu'il avait créées lui-même, des sources qui étaient comme plus des ambiances, des trucs comme ça, des remixes de films, toutes sortes de trucs que vous pouvez imaginer qu'un VJ peut utiliser. Puis là, il me dit, oui, viens, c'est facile, tu vois. Puis là, moi, je devais avoir 21, 22 ans à l'époque. Puis là, dès que je suis embarqué sur le mixeur, puis que j'ai vu ce que je faisais à l'écran, sans même connaître les sources, je voyais que je faisais quelque chose qui était meilleur que tout ce que j'avais fait à l'école. Tous les films, tu sais, puis j'ai commencé à faire des films bien avant d'aller à l'école. J'avais acheté ma première caméra en 8e année, tout ça. Donc, je voyais que complètement intuitivement, en suivant le beat de la musique, je faisais quelque chose qui était meilleur que tout ce que je faisais en pouvant prendre des mois d'écriture, à me creuser les méninges pour pouvoir créer une histoire qui se tient. Donc, je suis tombé en amour avec ce processus de VJ, qui est comme un video jockey, un peu comme un DJ fait avec la musique, mais plutôt avec les images. Je suis tombé avec ce processus parce que vraiment, pour moi, ce que j'aimais le plus faire, c'était de l'impro. C'est comme faire du jeu, être dans cette intuition, puis jouer mon rôle du moment, puis un peu comme je fais présentement dans un sens. Donc, ça venait vraiment me rencontrer. C'est comme ça prenait mon amour du jeu, puis de cette transcendance qu'on peut créer dans ces moments-là, avec mon amour du cinéma, puis de la forme de storytelling qui est le cinéma, l'impro, et ça a vraiment, ça a changé ma vie, vraiment. J'ai eu l'impression dans ces quelques secondes que j'ai tout désappris ce que j'avais appris à l'école, dans cette magnifique éducation, que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par ça, bien sûr. C'est comme toutes les règles ont été brisées tout d'un coup, toutes les règles que j'ai pris le temps d'apprendre. C'était magnifique. Puis ça m'a amené à, éventuellement, c'est pas pris tant de temps, mais ça a filé comme très longtemps, à créer Moment Factory, qui est une compagnie qui est spécialisée dans les environnements immersifs. Dans le temps, on n'avait pas les mots pour ça. T'sais, on cherchait les mots, on disait qu'on fait du VJ, mais ça dépasse le VJ. On était 3 partenaires au début. J'avais parti momentfactory.com, moi-même, un peu dans cette même quête de ce rêve d'une station télé. Je m'étais dans l'an 2001, dans l'été 2001, en août 2001. J'ai parti momentfactory.com, puis je mettais un film par semaine dessus. Ça a pris environ 2 mois pour créer une sorte de, disons, je ne veux pas dire d'engouement, mais d'intérêt, une sorte d'intérêt auprès de la communauté. À Montréal, dans le temps, il y a beaucoup moins de sites web à l'époque. Puis aussi, je connaissais seulement 3 autres sites web qui avaient de la vidéo dessus. Il y avait iFilm, Atom Films, puis Heavy.com. Donc, momentfactory.com, il n'y avait aucun texte, sauf Moment 1, avec une description du vidéo. Puis j'en mettais un par semaine comme ça. Puis rendu environ Moment 8, tu sais, on n'avait pas de « about », ça ne disait pas c'était quoi. À peu près à Moment 8, j'ai commencé à recevoir des vidéos de gens que je ne connaissais pas, d'autres VJ qui se reconnaissaient là-dedans. Sans que j'aie fait la demande, cette communauté a commencé à se créer très naturellement. Aussi, il commençait à se créer une sorte de demande. Les gens nous demandaient, c'est quoi Moment Factory? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous faites? Puis je répondais toujours en demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis lorsqu'il y avait un potentiel de virer cette discussion à une clientèle, ben je demandais, c'est quoi que tu as besoin? Puis souvent, je faisais juste aller dans ce sens-là. Donc, les 3 partenaires, il y avait moi-même qui venait du cinéma, comme je vous expliquais, puis il y avait Saction ensuite, qui lui, Saction venait plus des décors. Il faisait ça à l'époque, des décors de cinéma, donc de la direction artistique. Puis finalement, Dominique Audet, c'est Saction Bessette, son nom complet. Dominique Audet, qui lui venait plus d'un côté technologique dans la chose, puis qui rendait nos idées, à Saction et moi, réalisables dans les faits. Donc sans Dominique, on aurait pu rêver autant qu'on voulait, mais lui rendait ça possible. Donc cinéma, direction artistique, technologie, je trouve que c'était vraiment le triptyque qui a créé à la base Moment Factory. On s'est mis à mélanger, comme vous connaissez peut-être Moment, l'éclairage avec la performance, avec la vidéo.
Puis le but pour moi, c'était un peu comme à l'enfance, d'oublier l'écran, to go beyond the screen, tu sais, qu'il n'y ait pas d'écran, qu'on oublie qu'on est en train de regarder un film, puis qu'on se retrouve immersé comme ça dans un environnement vidéo, dans un film essentiellement pour moi. Donc c'est comme ça qu'à travers Moment Factory que j'ai développé cette forme de vidéo ambiant, pour appeler ça comme ça. Puis j'ai toujours continué à faire mes propres films. À 25 ans, c'était la première année de Moment Factory, j'ai fait mon premier film, qui est un documentaire qui s'appelle The Eye of the Sun, L'œil du Fils, qui est un film qui suit mon ascension du mont Everest avec mon père. Donc, c'est un film que j'ai fait complètement seul. Puis, donc, j'ai fait le film à cette manière-là, puis je le voyais vraiment comme une fiction. Je réalisais pas que je faisais un documentaire, je racontais une histoire, puis la façon la plus simple pour moi de la raconter, c'était de la vivre. Donc, puis la façon la plus simple pour moi de la raconter aussi, parce que vous pouvez imaginer que monter le mont Everest avec une équipe, comme certains l'ont déjà fait lorsqu'ils ont fait le film IMAX, et tout ça, ça amène toute une autre ampleur à un tel projet. Donc, c'est ça, c'est un film qui était très subjectif, puis qui suivait un peu des étapes, un scénario qui était presque fictif pour moi. Parce que je vivais quelque chose qui sortait tellement du possible que je ne m'arrêtais même pas à me poser la question, est-ce que c'est possible ce que je suis en train de faire? Mon père, il parlait constamment du sommet. Jason, penses-tu qu'on va réussir? Puis moi, je ne voulais pas y penser. Vraiment, je portais plus attention au prochain pas, à la prochaine étape chaque jour. Puis quand je disais la prochaine étape, c'est vraiment, souvent, c'était simplement le prochain pas pour pas me stresser, quoi, pour garder toute mon énergie pour le sommet. Donc, ça a été mon premier film. Puis lorsqu'il a été nominé, par exemple, pour Gémeaux contre 2 films de David Suzuki pour meilleur film documentaire cette année-là, je me suis dit, bon, moi et 2 films de Suzuki, I guess I made a documentary. Tu sais, puis là, je me suis ouvert à la forme documentaire aussi. Je ne m'étais jamais vu comme un documentariste. Mais encore, vous pouvez voir un peu cette vision de mon très jeune enfance, de faire des films d'une façon complètement intuitive, de faire vivre le film de l'intérieur, d'être le film. C'est quelque chose que se manifestait dans mes films, même d'une façon qui n'était pas voulue, pas planifiée dans un sens. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est peut-être mon meilleur film à ce jour, parce qu'il y avait une certaine naïveté avec laquelle je l'ai fait. Vous pouvez comprendre, tu sais, après, quand on a un petit succès comme ça, des fois, c'est comme si on essaie d'utiliser des vieux trucs qui ne fonctionnera jamais une deuxième fois. Tu sais, il y a une authenticité, disons, dans ce film-là que je vois encore aujourd'hui moi-même. Donc, vous irez voir, si vous avez la chance, L'œil du Fils, The Eye of the Sun. Je pense qu'on peut le retrouver sur YouTube même. Donc, ça a été mon premier film. Puis, j'ai fait plusieurs autres films, puis toujours avec cette idée de mélanger le rêve et la réalité, de faire rencontrer les deux. Puis tout ça pour m'amener, en fait, à Nomade. Bon, c'est quoi Nomade pour moi? Nomade, ça a été une sorte de rébellion contre la vie qui est en train de m'emporter. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler de Moment Factory, vous pouvez imaginer que c'est devenu un monstre assez difficile à contrôler dans un sens. J'ai réalisé à un moment que ça faisait 2 ans que je n'avais pas touché ma caméra, que tout ce que j'avais filmé, c'était en studio ou que c'était dirigé de l'animation, quelque chose que je ne faisais pas moi-même, mais que je dirigeais d'autres affaires. Donc, je commençais à me sentir que je m'éloignais de qui j'étais vraiment. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai parti cette nouvelle compagnie Nomade. Pourquoi je l'ai appelé Nomade? Parce que, j'appelais tout Nomade à l'époque. Pourquoi? Parce que je savais comment les mots Moment Factory avaient tellement été bons pour moi. Parce que sans savoir ce que je créais avec Moment Factory, ces mots-là ont venu nous guider. C'est-à-dire que on venait à définir ce qu'était une Moment Factory par ce qu'on faisait, comme je vous disais au début. On n'avait pas de plan d'affaires ou même de description de qui on était. On demandait aux gens de nous dire qu'est-ce que ça vous évoque. Puis, c'était très bien. On est vraiment devenu une Moment Factory for what you know of it today, ce qui est magnifique.
Mais moi, je me sentais en même temps comme si j'étais un peu un esclave de ma propre factory. Donc, je me suis dit, quel serait le mot qui pourrait me guider comme ça vers la meilleure vie possible que je pourrais adopter pour moi-même? Puis c'est nomade le meilleur que je pouvais trouver. J'avais un passé de voyage toute ma vie, mais aussi, fait qu'il y avait cet aspect-là. Mais nomade aussi, c'était pour moi, c'était quelque chose qui était synonyme de liberté dans tous les sens, synonyme aussi d'adaptation. Tu sais, d'être capable de se virer de bord facilement, léger. Un nomade, ça travels light. Tu sais. Donc, toutes ces choses m'inspiraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom. J'ai ouvert une autre compagnie qui venait se consacrer seulement au contenu vidéo. Donc, je ne touchais pas tant à ce qui venait dans l'immersion, dans les projections, mais je suis retourné comme sur une sorte de base avec mes contenus. L'opportunité est venue pour moi de vendre cette boîte, ce que je ne pensais jamais le vendre, mais le soir que l'opportunité est venue, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, ça pourrait être la meilleure chose pour moi et pour Moment Factory. Ça pourrait autant me libérer ma boîte que je retenais dans un sens avec un peu mon, je ne veux pas dire mon approche artistique, mais avec mon fond artistique. C'est comme, dans mon fond, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis vraiment un artiste. Puis tout ce que j'ai pu faire en affaires, ça a été toujours pour mon expression personnelle. Donc, Moment Factory devenait beaucoup plus que moi, évidemment. Puis c'était déjà devenu beaucoup plus que moi. Puis, quelque part, je le retenais. Tu sais, je voyais ça comme, je me disais, on ne peut pas juste être un servicing company. Il faut qu'on devienne des créateurs, comme le Cirque du Soleil est un créateur. Tu sais, on ne peut pas juste faire des contrats pour les autres. Donc, j'étais dans cette bataille intérieure. Puis, lorsque l'opportunité est venue, justement, je me suis vu me libérer aussi de ça. Donc, j'ai fait le move. Puis, mes deux associés, ils sont encore dans la boîte, mes deux ex-associés. Puis ces deux gars-là, ben, ça sera toujours des sortes de frères, si on veut. Puis Moment Factory, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, dans un sens parce que je suis parti. Parce que j'ai su, comme un peu comme un enfant, le libérer, tu sais, puis le laisser aller, faire son chemin. Puis mes associés ont su l'amener beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait moi-même à la tête de cette entreprise. Donc, j'en suis très, très fier. Puis, je suis très fier aussi d'avoir suivi mon cœur là-dedans. Tu sais, d'avoir su faire mon propre chemin. J'ai acheté un bâtiment avec, disons, l'argent que j'ai fait en sortant de cette boîte. J'ai acheté un bâtiment qui est tout proche de Moment Factory sur la rue Van Horn, qui s'appelle Nomad. Donc, j'ai appelé mon bâtiment Nomad. Je ne savais pas trop pourquoi. Parce que je me dis, un bâtiment, ça ne bouge pas, tu sais. J'ai rapidement compris que c'était l'intérieur qui était nomade, qui bougeait constamment, tu sais, qui changeait tout le temps, tous les jours, avec nos différents projets, avec les gens aussi qui venaient, tu sais, puis qui amenaient leurs propres projets. Puis sans vouloir trop embarquer dans nomade, comme disons, structure corporative ou dans sa vocation en soi, mon rêve d'avoir une sorte de station de télé est toujours resté au premier plan pour moi. Donc, en 2014, je me suis botté le derrière, puis je me suis dit, bon, là, cette année, on commence à faire du streaming, puis je veux faire du streaming 24 heures sur 24. Comment je fais ça? C'était avant Facebook Live, tu sais. Donc, on a figuré, avec l'aide de Carlos, entre autres, qui est ici pour m'aider encore aujourd'hui. On a commencé à streamer 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça voulait dire? On avait une machine à Nomade qui roulait des vidéos. Là, fallait mettre de quoi de pertinent tous les jours. Il fallait aussi pas se casser le cou en faisant ça. Tu sais, c'était comme, comment on fait pour streamer 24 heures sur 24 avec aise, avec une certaine aise. Donc, aussi avec des contenus pertinents, tu sais. Fait qu'on a commencé cet été-là à filmer dans tous les festivals de Montréal. Tu sais, juste pour que tous les jours, on soit actifs, qu'on ait des caméras sur le terrain. On recevait le feed du terrain à Nomade. Puis là, il y avait quelqu'un à Nomade qui mixait les différents feeds qu'il recevait. Fait qu'on pouvait avoir 2 ou 3 caméras, par exemple à Hochelaga, qui filmaient peut-être le même concert ou qui filmaient 3 différents concerts en même temps. Puis on avait quelqu'un à Nomade qui, lui, faisait la sorte de VJ.
Donc, il allait d'une source à l'autre, puis il animait aussi. Il pouvait parler aux gens qui étaient sur le terrain, puis il pouvait parler à l'audience aussi. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à feeder ça. Après ça, on faisait des rediffusions le jour même de ça. Puis aussi, ça a développé une façon de filmer qui était de faire des très longs plans. Tu sais, de faire une sorte de montage en direct avec une seule caméra. Donc, de filmer, par exemple, une performance musicale avec une caméra, puis pas d'une seule angle, mais de bouger, de faire vivre une expérience d'une façon subjective, tu sais, pour que, justement, ça reste engageant, ce qu'on regarde. Ça, c'était en direct, oui, mais c'était aussi filmé en HD. Donc, on ramenait ça, tu sais, on se retrouvait des fois avec des plans qui durent 20 minutes, des fois plus que ça, qui fonctionnaient en soi. J'ai appris à faire des entrevues de cette manière-là, derrière la caméra, en filmant, en posant les questions, en gardant l'entrevue intéressante, comme on faisait souvent en mouvement. Donc, je marchais dans la rue à travers le festival ou peu importe où on était. Puis les gens n'avaient pas l'habitude de donner une entrevue en mouvement comme ça. Je marchais comme ça, j'ai appris à marcher par en arrière, un peu partout. Puis à garder l'image intéressante en toujours gardant l'image en mouvement. Si la personne parle avec ses mains, descendre vers ça. Tu sais, prendre tous ces risques du moment qui font que l'image est bien animée. Puis, finalement, cette technique de prendre des plans sans fin, dans un sens, des plans qui durent, puis que je peux prendre sans les traiter, puis les rajouter à mon stream, si on est en direct d'un tel fin de semaine, puis les rentrer dans le loop random du truc, puis que là, tout d'un coup, on est avec un tel personnage, puis on se promène dans le festival, puis il nous parle de ça, puis ça dure 15 minutes, puis c'est intéressant tout le long, puis là, on coupe à « voici une performance, tu sais, d'un tel truc ». Puis là, on prenait tout ça, puis on le remontait le jour même, tu sais, puis on condensait nos 20 minutes en 2 minutes qu'on mettait aussi sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a tout développé notre technique comme ça. Mais pour moi, cette idée de filmer, puis de garder ça intéressant, de faire ces longs plans sans fin, c'est venu vraiment créer une sorte de ma voix en tant que cinéaste. Tu sais, j'ai commencé à comprendre comment moi, je m'exprimais d'une façon qui était unique à moi, de cette manière-là, puis en étant dans le moment présent, en rentrant dans cet état d'esprit qui m'amène vraiment in the now, through the camera, à travers la caméra. Souvent, les gens, quand ils me voient filmer, surtout ma famille, mes filles, ma femme, me disent « Pourquoi, là, sois dans le moment présent, là, drop ta caméra, là. » Bien, je leur rappelle souvent que c'est tout le contraire pour moi. Moi, c'est quelque chose qui vient me centrer, m'amener dans ce moment présent-là, puis je rentre dans une sorte de transe, si on veut, dans une zone, c'est un meilleur mot pour ça. Puis je deviens habité, quoi. Habité par le film que je suis. Tu sais, de la même façon, je l'ai suivi jusqu'au sommet du monde. Donc, cette technique, tu sais, c'était quand même épuisant à la longue, en faisant Nomad Live TV, de me retrouver d'un festival à l'autre tout le temps. C'était comme... Ça, c'est pas de l'aise, même si, quelque part, on le faisait bien, puis avec beaucoup d'aise, dans un sens, dans un autre, we were running all over the place. Tu sais, on était partout tout le temps. Ça prenait du monde, ça prenait quelqu'un là-bas, au studio, là-bas, tu sais, il fallait tout se coordonner. Ça a duré 2 ans qu'on était live, comme ça, jusqu'à ce que, disons, ça allait son tour sur ma vie et tout. Puis, donc, on a mis ça de côté. Puis en 2020, j'ai relancé une nouvelle chaîne, mais avec toute cette nouvelle approche, ce recul que j'ai pu prendre, qui est maintenant Nomad Slow TV. Donc, tous les plans, je me demande ce qui joue présentement, mais tous les plans que je fais sont vraiment de cette manière. Donc, on est en 2024, depuis bientôt 4 ans, au début, à travers la pandémie, j'étais pris à Montréal. Après ça, on a acheté une maison à l'extérieur de Montréal, j'ai commencé à filmer un peu à travers le Québec pendant que c'est ouvert. Après ça, le monde s'est ouvert. J'ai commencé à voyager le monde pour Nomad Slow TV. Puis je me retrouve à me promener à travers les paysages, certains paysages urbains, d'autres complètement naturels, en rentrant comme ça dans cette zone, puis en marchant très tranquillement, souvent comme une sorte de moine. J'avais vu, quand j'étais jeune, j'avais été au Japon, puis j'avais vu un
un moine qui marchait comme ça, puis il y avait toute une foule de gens autour, tout le monde bougeait très vite, incluant nous-mêmes, puis il marchait environ au rythme que je fais présentement, comme ça. Puis longtemps, je sais pas, j'ai dû le regarder pendant quelques secondes, mais c'est évident qu'il faisait... il y en avait pour un bout. Ça m'a marqué, cette image, puis depuis, je me retrouve à être ce moine souvent lorsque je me promène à travers un champ, par exemple, en train de filmer avec ma caméra. Tu sais, puis que là, je prends a blade of grass, par exemple, tu sais. Puis là, je veux focusser dessus, je vais aller chercher la lumière en arrière. C'est des mouvements très calmes, bien sûr, mais aussi, parfois, j'enregistre le son pendant que je filme. Puis je veux pas m'entendre respirer, puis je veux surtout pas m'entendre marcher. Donc, c'est important. C'est pour ça que je marche surtout tranquillement. C'est pour ça que je marche dans un tel calme. Puis là, avec ce calme-là et ce silence, je m'aperçois que les humains, we're very loud. On fait beaucoup de bruit. Tu sais, même quand on se promène dans la nature, lorsqu'on est avec quelqu'un, ou peu importe, ou même lorsqu'on est seul, puis qu'on n'a rien à dire à personne, on fait beaucoup de bruit. Tout ça, on n'y pense pas. Mais là, en étant dans des paysages comme ça, un peu partout sur la planète, puis avec ce silence, je me suis mis à m'apercevoir tout ce que je manquais avant. Tu sais, c'est comme, on dit awareness, comment on dit ça en français, de la conscience. C'est ça, c'est une conscience que j'ai acquis en faisant ce genre de cinéma, qui m'a fait, comme justement, c'est que là, je m'approche de des animaux que je ne percevais même pas étaient là avant. Puis là, tout d'un coup, tu sais, je me promène à travers, puis là, je vois, oh, il y a un truc qui bouge là. Là, il s'en va par là-bas, peu importe c'est quoi, une marmotte, un serpent, une tortue, un chevreuil. Puis là, ma caméra, elle sait, OK, il s'en va là comme ça, je vais aller tranquillement, puis on va aller le suivre. Tu sais, donc, ça me fait découvrir ce que cette conscience accrue peut amener à ma vie de tous les jours. Puis cet état d'esprit dans lequel je rentre, on peut appeler ça, en psychologie, une forme de soft fascination qu'on dit. C'est un terme qu'un couple de psychologues ont établi à la fin des années 80. Les Kaplan, ils s'appellent. Puis, ils ont écrit sur cette idée du soft fascination, on peut dire de la fascination douce, qui est un état d'esprit qu'on retrouve souvent quand on se promène dans la nature, où notre attention est diffuse. Tu sais, comme là, présentement, votre attention est sur moi et je l'apprécie beaucoup. Mais lorsqu'on se promène, par exemple, dans un environnement naturel, comme en nature, c'est le meilleur exemple, soudainement, on n'est pas en train de porter attention seulement au chemin, seulement à nos pas, seulement au beau soleil qui nous entoure, aux feuilles, au son de la rivière au loin, ainsi de suite. Tout ça est diffus. Tu sais, we're taking it all in, soft fascination. We're in a state of awe. On est comme ébloui. Et pourtant, voilà, puis on est complètement présent sans être, tu sais, focus sur un téléphone ou quelque chose comme une conférence. Donc, cette idée de soft fascination, c'est ce que le slow TV crée comme effet. C'est très particulier parce que l'ensemble des contenus qui existent sont faits pour capter votre attention. Tu sais, que ça soit une photo sur I'm holding my invisible phone, que ce soit sur une photo, un film, les nouvelles, peu importe, une pub, une ci, une ça, vous savez de quoi je parle. Tout est fait pour capter notre attention. Tu sais. Moi, je suis un screen addict. Tu sais, c'est pas des blagues. J'ai toujours besoin de mes écrans allumés chez moi. Lorsque je suis en train de travailler, de faire quoi que ce soit, je veux être en train d'écouter quelque chose. Je suis dans la douche, j'ai une vidéo qui roule. Tu sais, je me suis trouvé une technique pour raccrocher mon téléphone dans ma douche sans le mouiller. Quand je me brosse les dents, j'ai mon téléphone qui roule, j'ai un podcast qui roule, je suis en train de travailler. Si je suis en train de faire du montage, puis je suis capable d'écouter un podcast pendant que je fais du montage en plus, puis que j'ai d'autres choses qui jouent ailleurs, autant que je suis capable d'en prendre, I'll do it. Mais le remède pour cette maladie, c'est le slow TV. C'est ce que moi j'ai trouvé. Donc,
ça me permet, par exemple, on a une application, Nomad Slow TV, qui est gratuite. Puis, tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça lance automatique. J'ai juste lancé sur le moment. Puis, ça joue notre stream. Puis, donc, c'est ça, je vais avoir joué, qui va jouer. Puis, la musique aussi, c'est toujours une sorte de musique ambiante. Quelque chose qui ne vient pas, qui n'a pas de parole, qui ne va pas venir vous chercher. Bien, je n'ai pas besoin de vous le montrer ici, ça joue depuis tout à l'heure. Puis, vous pouvez comprendre son effet, même par ce qu'il joue depuis tout à l'heure. Tu sais, il y a une petite musique de fond qui jouait là. Souvent, moi, je le joue sans son. Tu sais, puis je le dis comme ça aux gens aussi, si vous l'installez chez vous, sur Roku, Fire TV, peu importe ce que vous avez, je vous conseille d'éteindre, de le mettre sur mute, écouter d'autres musiques ou peu importe. Vous comprenez? Puis, je vais être en train de faire peu importe ce que je fais, écrire un courriel, donner une entrevue au téléphone, ou peu importe ce qui se passe. Puis là, je vais m'apercevoir, je me fais hypnotiser par ces images. Tu sais, je suis en train de parler à la personne au téléphone, puis mon regard est sur la télé, tu sais, tout le long. Puis les images ne viennent pas me déranger. C'est tout le contraire. Je m'entends quand je parle à la personne, comment je suis dans mon flow. Tu sais, comment ces images, ces plans qui durent très longtemps, tu sais, qu'il n'y a pas de coupure parfois pour des longues minutes, tu sais. Comment ils peuvent me garder captivé, un peu m'hypnotiser de cette manière-là, tout en me garder dans le moment présent, puis même me ramener au moment présent. Parce que ça me fait comme un effet comme méditatif qui vient avec un moment de réveil, tu sais. Fait que tu te sens emporté, tu sais. Des fois, on l'a en screensaver aussi qui est le fun parce que si tu laisses ton ordinateur quelques minutes, il va apparaître, tu sais, le stream va se mettre à jouer. Puis là, tu peux te laisser emporter, puis à un moment donné, bon, OK, là, let's get back to business, tu sais. Fait que c'est comme des moments de méditation comme ça qui sont gratuits, tu sais, qui prennent aucun effort, puis qui nous aident vraiment à garder notre flow, tu sais, à nous ramener dans notre conscience de tous les jours. Donc, même c'est rendu maintenant, tu sais, j'ai beau écouter des podcasts puis tout ce que vous voudrez, être sur YouTube, mais quand je me prépare le matin, puis que là, ça y est, je vais prendre ma douche, je vais me brosser les dents, je vais prendre ma douche, je vais faire ma routine du matin, là, c'est comme assez le YouTube. I turn on Nomad Slow TV pour que je puisse me centrer, tu sais, pour que ça vienne m'aider à bring it all back down, garder mes pensées à moi-même. Tu sais, toutes ce qu'on voit sur l'ensemble des médias, ce sont des pensées autres que les nôtres qui essayent de rentrer. Le Slow TV prend une autre approche, encore une fois, que vous pouvez commencer à comprendre. Ça s'ouvre à vos propres pensées. Donc, tout ce qui est Slow TV, ce n'est pas le parfait nom, le Slow TV, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout ce qui est Slow TV, c'est comme une technique. Pour moi, mes premiers films de Slow TV en 2020 n'étaient pas comme ça. Ou mes films de VJ, les films ambiants que je mettais sur momentfactory.com il y a, je ne veux pas dire 25 ans, mais on approche, ils donnaient pas ce même... Ils allaient chercher votre attention. Ça flashait, ça bougeait, il y avait une musique techno en arrière, si on pouvait, tu sais, tout ça. Donc, ça a été un processus d'apprentissage pour moi que j'ai découvert sur le terrain, en rentrant dans cet état d'esprit, que j'ai découvert en jouant mes contenus, en jouant aussi sur notre stream, comme ça, des films que parfois je me disais, OK, ça je pensais que c'était bon, mais c'est pas bon, puis là je l'enlève. Tu sais, puis j'ai compris que ça a beau être de la musique ambiante, mais si on voit la personne la jouer, la musique, bien, ça nous dit que je devrais être en train d'entendre ce qu'il joue, puis ça me demande mon attention. Ou, tu sais, si je vois quelqu'un parler, même si on ne l'entend pas dans le soundtrack, si je vois quelqu'un bouger ses lèvres, ça va chercher mon attention. Même si on voit un être humain, ça vient un peu. Fait que comment est-ce que je gère ça, par exemple, avoir des êtres humains à l'écran? Bon, bien, maintenant, on a des silhouettes. On fait des jeux de silhouettes au studio. On prend les images qui sont filmées pour le Slow TV, on les projette, on fait des arrière-projections, des jeux de silhouettes avec, à travers un autre projet que je fais qui s'appelle Antenna, qui est comme une sorte de show pour Nomad Slow TV. Donc, c'est toutes des techniques, disons, qui sont venues avec un savoir-faire, qui sont venues d'une façon naturelle, en moi-même découvrant cet état d'esprit en filmant.
Puis en le revoyant, puis en voulant vous le partager, cet état d'esprit, à l'écran. OK? Donc, c'est quoi le Slow TV? C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe depuis une quinzaine d'années. Ça a été inventé en Norvège. C'est pour ça qu'on m'a invité ici, à cause de la pertinence de Scandinave. Puis, ce qu'ils ont fait en Norvège, au tout départ, il y a eu un projet télé en direct d'avoir une caméra sur un bateau qui, je ne me rappelle pas du nom de la rivière, mais qui a traversé pendant 24 heures le pays. Pardon? C'est les Hurtigruten. Ça, c'est le bateau. Voilà. C'est ça, les bateaux. Merci beaucoup. Wow, you should be here with me. Bon, voilà. Donc, c'est très intéressant parce que on pourrait penser que c'est rien. C'est comme une caméra qui est sur un bateau pendant 24 heures. Sauf que ça a été beaucoup regardé. Puis que les gens se sont retrouvés comme « Ah, OK, le bateau, il arrive chez nous, là. » Fait que là, ils vont au bord de l'eau, puis là, ils voient le bateau arriver, puis les gens savent qu'ils se retrouvent à la télé dans ce moment-là. Fait qu'il y a eu tout un bel effet comme ça. Ça a créé le genre. Il y a eu un autre film que la plupart des gens connaissent, peut-être vous aussi, que vous connaissez certainement, vous savez ce que je vais dire maintenant, c'est une caméra devant un train qui traverse l'Europe. Puis, est-ce que vous connaissez le nom? Non. Donc, on peut le voir sur Netflix. Je l'ai regardé, puis c'est très bien. Ça dure, je pense, 8 heures environ. C'est vraiment bien. C'est incroyable, tout ce qu'on voit changer. Mais là où je diverse grandement du genre, c'est pour ça que le nom de ce que je fais, je ne sais pas si Slow TV, c'est vraiment le meilleur nom. J'ai commencé à appeler ça parfois Visual Poetry, mais les effets que le Slow TV ont, ça s'applique mieux au mot Visual Poetry, vous comprenez? Donc, le Slow TV en soi, la grande différence entre ce que je viens de vous nommer et ce que je fais, c'est que moi, je viens traiter mon image, je viens rajouter de la musique. Même souvent, quand il n'y a pas de musique, c'est des sons naturels, mais il y a un soundtrack, il y a une expérience que je veux créer. Ça prend une dimension cinématographique, artistique, même un peu subjective à certains moments, quand, tout dépendant la sorte de plan que je prends. J'aime ça prendre des plans comme quand je vous décrivais, me promener dans un champ, tout ça, puis ça devient très subjectif. C'est comme si tu es là, quoi. Donc, c'est la manière aussi, quand je vois ce film de train que j'ai regardé, quand je dis que je l'ai regardé, je travaillais puis j'y jouais à côté de moi, là, comme tout le monde regarde ce genre de truc, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça perd la pertinence pour moi. 8 heures de ça, c'est juste trop. Dans un sens, ça perd son effet à un moment donné. Donc, j'amène une intention, disons, je pense, qui vient élever le genre. Pour moi, Nomad Slow TV, c'est devenu une fenêtre sur le paradis sur Terre. Donc, je ne suis pas en train de présenter le vrai monde. Je suis en train de présenter un monde qui est idéalisé. Le monde comme j'aime le voir, comme moi je le vois sincèrement. Mais ce que je vois dans l'ensemble des médias, vraiment dans l'ensemble, même les choses positives, c'est pas ça qui est présenté. C'est pas le même monde que moi je vois. J'avais, quand j'étais enfant, puis que je voyais des films, je pleure encore parfois par juste la beauté de ce que je vois. On se sent transporté comme ça quand on va voir un film, puis surtout enfant, ça m'affectait encore plus. Je rentrais au cinéma, c'était plus rare, puis je pouvais déjà sentir cet effet, puis le film n'était même pas commencé. Juste quand je m'assoyais dans le siège, puis que je regardais devant l'écran, j'en avais des frissons, puis je me sentais déjà comme rentré dedans. Puis là, je sortais du cinéma ou du film, même si je l'avais regardé à la télé. Puis enfant, c'est comme si je venais de voir un film de ninja, bien, il fallait que je saute partout. T'sais, sur le sofa, je me sentais comme si j'étais moi aussi un ninja. En d'autres mots,
je voulais retrouver dans ma vie ce même sentiment que je pouvais avoir en regardant le film. Puis ça, j'ai commencé à voir ce movie moment-là comme la même chose que d'être dans le moment présent. Quand je suis dans le moment présent, là, ce moment de transcendance qu'on oublie un peu, on oublie qu'on existe dans un sens, puis qu'on est juste dans l'expérience humaine, on peut dire. C'est dans ces moments-là que je me sens quand je regardais les films puis que ça m'amenait les larmes aux yeux. Donc, pour moi, en tant que cinéaste qui voulait en plus vivre une vie de film, être dans le film, vivre le film, bien, j'ai vu trouver que c'était la même chose. Je cherchais la même chose dans ces deux choses-là, de m'immerser dans mon film puis de trouver le moment présent et d'y rester. Ça s'égalait complètement. Donc, cette vision of heaven on earth, du paradis sur terre, cette fenêtre, c'est ça mon idée de l'avoir comme ça, puis que ça soit quelque chose qu'on n'a pas besoin de choisir de regarder. C'est-à-dire que mon stream, il vient tout seul. Il va embarquer sur ton screensaver si tu l'as installé comme ça. Ou sinon, tu n'as pas besoin de choisir quoi regarder. Tu n'as pas besoin de choisir ce genre de truc-là. Tu ne veux pas. Tu veux juste que ça vienne. Donc, just press on the button. S'il y a un bouton à presser, c'est déjà beaucoup. Puis, laisse jouer ce qu'il joue. Il n'y a pas de forward ou back. That's all it is. C'est only now. There is only now. Puis, cette fenêtre, donc, que vous pouvez avoir chez vous, tu sais, moi j'ai des écrans, comme dans mon salon, on ne l'éteint juste jamais, sauf quand on s'assoit pour regarder un film. Mais même dans ma chambre à coucher, tout ça, dès que je me lève le matin, je l'allume, je le laisse jouer. C'est présent. Puis ça me fait une fenêtre, puis ça me montre. Tu sais, tout ce que vous voyez en médias à longueur de journée, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est votre perception du monde qui est peuplée de toutes ces images qu'on consomme à longueur de journée. Donc, pour moi, d'avoir une fenêtre qui vient rebalancer cette perception-là pour montrer ce paradis sur Terre que nous habitons tous, si on veut le voir, c'est pour moi un peu une sorte de life hack que j'essaye de faire à la réalité, de convaincre les gens sans mots que ceci est le monde dans lequel on existe. Puis que, sans avoir à leur expliquer, je ne le dis pas sur le site, cette idée de Heaven on Earth, par exemple, mais c'est de changer la donne, si on veut, de changer la perception. Puis je crois vraiment que ça fonctionne. J'ai des amis, je sais que ça fonctionne pour moi, mais j'ai des amis qui l'ont depuis quelque temps, puis qui m'en parlent, tu sais, ils disent « Hey, en passant, je regarde ton Slow TV all the time, hein, ça joue tout le temps chez nous. » Je dis « Ah ouais, je remercie, ça me fait tellement plaisir de l'entendre. » Je dis « Ben vraiment, dude, ça marche, hein? Tu sais, ça m'amène un sentiment paisible dans ma maison. Ça m'aide à trouver mon flow dans ma journée, tu sais. To live my myth, in a way. Ce pas les mots qu'ils utilisent, mais ce seraient les miens. To live your own myth. Donc, parce que lorsqu'on est comme ça, attiré par une chose ou l'autre, on n'est pas avec soi, on n'est pas dans notre propre mythe. Donc, c'est ça l'ensemble de ma vision. C'est ce que j'essaie de partager, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers mes films, à travers Moment Factory, en faisant des films sans écran, si on veut, puis jusqu'à Nomad Slow TV aujourd'hui, qui est pour moi ce film sans fin, ce film infini que je continue à nourrir constamment avec la plus grande aise qu'on peut imaginer pour un artiste comme moi. C'est tellement facile pour moi de faire ces films. Ils se font tout seuls. Tu sais, avant, j'allais quelque part, je voyais quelque chose de beau, je le filmais, mais je ne savais pas pourquoi je le filmais. Puis là, des fois, c'était beau, puis c'était beau longtemps, mais je savais qu'il fallait que j'arrête de le filmer à un moment donné, parce que où est-ce que tu veux que je mette ça? Tu sais, tout ce qu'on filme, tout ce qu'on monte doit être court, tu sais, doit garder l'attention. It's never short enough, tu sais. Ça m'a complètement libéré. Si c'est beau, ça marche. Just let it be. Tu sais, en mouvement, là, pas juste à le regarder comme ça.
mais let it be beautiful. Puis après ça, même chose au montage. Laissez mes plans jouer, tu sais. Puis briser la perspective comme je sais faire ici pour aider cet effet de soft fascination, tu sais, que le sens des choses devienne propre à vous. Je vous invite fortement à retrouver Nomad Slow TV sur peu importe où vous regardez votre Netflix, Disney Plus ou peu importe où vous allez. C'est la même chose, vous l'installez de la même manière. Vous voyez, cette télé, c'est une télé Roku. Tu sais, c'est vraiment rendu partout Roku. Voilà, c'est écrit ici. Puis, donc, c'est comme une Smart TV dans un sens que tu peux aller chercher par l'Internet, peu importe la chaîne. Puis, il y en a plusieurs qui se compétitionnent. Android TV, je ne l'ai pas encore écrit sur le site, mais on y est aussi. Ceci va lancer tout simplement un stream, a never-ending movie of meditative imagery. Donc, ça, c'est simple comme ça. Évidemment, là, on peut aller chercher les films spécifiques si vous voulez le regarder en VOD. Mais sur le site en soi, on retrouve le même feed ici, puis on peut explorer à travers l'ensemble des contenus. Mais pour moi, c'est vraiment la façon de le regarder. C'est comme je viens de vous décrire. C'est par le screensaver. Tu n'as même pas besoin d'aller sur le site ou quoi que ce soit, de penser à quoi que ce soit. It comes when it comes. Ou en allumant le stream comme je viens de faire. Je voulais aussi vous montrer, étant donné que je suis un peu d'avance, malgré que je suis volubile, vous voyez sur le site de Nomad, le site principal, il joue aussi, je l'ai dans le top ici, ce qui est... Fait que j'ai ma station TV, guys. Ouais. Puis là, dans l'ensemble des activités de Nomad, on retrouve la production dans laquelle Nomad Slow TV se retrouve. On a le studio qu'on peut louer pour des événements, pour des tournages, toutes sortes, peu importe ce que vous voulez faire créativement. C'est un studio de création. Puis on a le coworking aussi. Donc, si vous voulez faire de Nomad votre chez vous, avoir votre propre bureau dédié, tout ça, on offre ça aussi. Puis c'est à travers ces trois activités vraiment qui fonctionnent les trois ensemble. Parce que c'est ça, moi-même, j'ai le moins d'employés possible maintenant, puis je travaille presque uniquement à partir des gens qui sont dans le coworking, qui sont là autour de moi, différents créatifs, différentes personnes qui ne sont pas nécessairement en création, mais des fois qui peuvent être d'excellentes ressources. Puis, donc, c'est ça. Puis le studio en soi, évidemment, je vais vous montrer les images du studio pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Donc, le studio, c'est le terrain de jeu, c'est ce qui rend tout possible. C'est là que je peux faire mes installations vidéo, mes pièces de théâtre, peu importe ce qui me vient à l'esprit. Puis évidemment, il y a des projections, des écrans un peu partout à Nomad où on retrouve Nomad Slow TV. Fait que j'aime dire aux gens que vous pouvez avoir Nomad chez vous dans un sens. C'est quand on vient, on a une bonne expérience à Nomad, ce qui est toujours le cas, je crois. C'est ça, c'est qu'on peut avoir cette ambiance que je viens créer avec mes images chez soi par Nomad Slow TV, évidemment. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour de mon univers, puis de ce qui me passionne au plus haut niveau. Voilà, on se voit en bas. I am the sculptor of time, who carves the rock and finds the shape in the movement of my eyes. I remain forever Nomad.